11h24, 20 secondes. 11h24, 30 secondes. Je pense que Dieu est totalement indifférent aux humains, qu'il est le maître du temps. Aujourd'hui, j'ai fabriqué ma propre religion qui est très spéciale, comme je dis, pour m'amuser. Comme je m'appelle chrétien, j'ai fait une religion qui s'appelle le christianisme, et dont je suis le seul membre. Mais il est certain qu'il y a des grandes influences chrétiennes, et notamment dans cette idée, mais qui sont déjà dans la religion juive, de cette idée de l'unicité, de l'importance de chaque être, et de l'amour et de l'importance de chaque être. Et là encore, pour revenir aux objets, par exemple, j'ai fait des œuvres, c'est des tas de vêtements, comme opus, et tu peux acheter des vêtements et les mettre dans un sac, et c'est une sorte d'œuvre. Fillette, 9 ans. Garçonnet, 6 ans. Fillette, 11 ans. Garçonnet, 13 ans. Garçonnet, 12 ans. Fillette, 6 ans. Bébé. Les vêtements sont apparus dans mon travail comme une chose assez évidente. J'ai établi une relation entre vêtements, photographie et corps mort. Mon travail porte toujours sur la relation entre le nombre et l'individu. Chacun est unique et en même temps le nombre est gigantesque. Les vêtements sont une façon pour moi de représenter beaucoup de gens, comme les photographies. Quand j'ai fait la première pièce dans mon atelier, honnêtement, je ne crois pas que j'ai pensé aux vêtements de la Shoah. Pourtant, c'est une chose absolument évidente, mais je ne pense pas avoir eu cette idée au départ. Le premier inventaire était à Baden-Baden, c'est un inventaire qui s'appelle la vieille dame de Baden-Baden. Et là, j'ai demandé au musée d'acheter toute une vente après décès. Mais en fait, naturellement, plus tu montres les objets de quelqu'un en vitrine, plus tu montres son absence. C'est-à-dire que plus tu donnes à voir le souvenir de quelqu'un, plus tu désignes l'absence de la personne. Donc, dès que tu préserves quelque chose, tu le tues. Je pense que c'est pour ça aussi que la photographie, par exemple, est toujours liée à l'idée de mort. Parce que tu as préservé un instant, mais dès que la photo est faite, cet instant est passé. Et donc tu peux mettre tous les objets de quelqu'un dans une vitrine, ces objets ne vont pas disparaître, mais ils ne sont plus que images de l'objet. Et que la vie est justement la destruction et l'usure. À chaque fois, ce sont des objets qui renvoient à un humain absent. La particularité de mon activité également, c'est qu'il y a beaucoup de monde chez moi. Il y a beaucoup d'humains, beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de photographies, il y a des milliers de vêtements, il y a des milliers de noms. Il y a ce désir de parler et de conserver le plus grand nombre. Au moment de l'an 2000, on m'a demandé de réfléchir à une œuvre sur cet anniversaire. Et je me suis dit, la plus belle des choses que l'on pouvait faire, c'était de dire le nom de tous ceux qui habitaient sur Terre. Et on a commencé à travailler et on s'est aperçu que pour dire le nom de tous les habitants de la Terre, il faudrait 7 ou 8 ans, jour et nuit. Et donc je me suis décidé à faire une sorte de grande bibliothèque de tous les annuaires du téléphone du monde. Je dois avoir dans une petite chambre à peu près 800 millions de noms. Et effectivement, c'est frères humains.
chacun est unique, et le nom montre l'unicité de chaque être. Heures 26 minutes 40 secondes. 11h 26 minutes 50 secondes. Au quatrième top, il sera 11h 27 minutes. Thank you. Bye. Hello. Quand Porzampac m'a demandé de faire ce qu'on appelle à 1% dans ce conservatoire qu'il venait de terminer, je lui ai demandé s'il y avait des sous-sols. Et j'ai repris une vieille tradition qui est que quand on construit une cathédrale, il fallait enterrer une sorte de message secret ou de message du passé. Et je me suis dit que la seule manière de faire tenir le nouveau conservatoire était d'enterrer les archives de l'ancien conservatoire. Donc on a fait des salles d'archivage où il y a tous les éléments de l'ancien conservatoire de musique. Et puis j'ai demandé que ce lieu, qui est un lieu public, soit le moins connu possible. Il y avait ce journal détective qui paraît toujours, qui c'est sur les crimes, spécialement les crimes sentimentaux. Et ce journal m'a beaucoup influencé parce qu'il y a la photo de la victime et la photo de celui qui a tué, de celle qui a tué, et ils sont semblables. D'abord, dans ce journal, je pense que personne n'est mauvais, même le meurtrier. Mais en tout cas, ils sont semblables. Donc ça m'a intrigué et j'avais acheté au plus 2 ans, donc une centaine de numéros de détective, et j'ai découpé toutes les légendes. J'ai gardé les photos sans légende pendant un certain temps, et au bout de quelques mois, je ne savais vraiment plus qui était qui. Alors, celle-là, c'est à coup de pierre qu'elle a été tuée. C'était par un de ses amis. Lui, je crois que c'est sa mère qui lui a tranché les veines. Là, c'est une histoire crapuleuse, là. Celle-là, c'est celle qu'on voit là-bas, celle qui est là-bas dans ce cercueil. Celle-là, c'était son amant, et son amant, elle est là. Et là, on voit très très mal. Celle-là, c'est la même que celle qui est là. Elle a été tuée par son fiancé, et après ça, il lui a mis des bouts de papier dans la bouche. Là, c'est là où on a trouvé celui-là. Ça, c'est une histoire de rivalité avec son frère qui l'avait tué.
on a tous un pays rêvé, même si ce n'est pas un pays réel, et mon pays rêvé, c'est l'Europe centrale. Et pour moi, l'Allemagne est déjà le début de l'Europe centrale. Il y a un esprit qui est très différent, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de goût de la philosophie. Et puis qu'il y a une tradition expressionniste qui est plus forte qu'en France, une tradition d'art contemporain qui est beaucoup plus forte qu'en France également. Mais je crois que principalement, c'est aussi parce que pour moi, l'Allemagne est une énigme. Et qu'en même temps, l'Allemagne est le meilleur des pays et le pays le plus pêcheur. Et c'est le pays des philosophes, des musiciens et le pays le plus pêcheur. Donc c'est un pays qui pose une question. À la rénovation du Reichstag, ils ont demandé à un certain nombre d'artistes de travailler à l'intérieur du bâtiment. Moi, j'ai choisi un endroit un peu caché, dans un endroit de passage entre les bureaux des députés et la salle du Parlement. J'ai essayé de faire un travail qui soit à la fois un travail historique, puisqu'il s'agit de la liste de tous les députés allemands démocratiquement élus, et puis un travail sur la vanité, parce que naturellement tous ces gens qui ont été des gens importants sont aujourd'hui totalement oubliés. Parce qu'à chaque fois je mets l'année, donc c'est chronologique, on voit effectivement la disparition petit à petit, par exemple des communistes, et l'arrivée du parti nazi. Et puis le nom d'Hitler arrive parce qu'il a été élu de manière démocratique. Donc, c'est une pièce qui en même temps a un aspect visuel, comme une sorte de grande réserve métallique, et en même temps, si on la lit bien, on peut voir l'histoire de l'Allemagne de ces 80 dernières années. J'étais effectivement à Berlin, c'était une période très intéressante au moment où le mur est tombé. Et il y avait cette exposition qui était faite par Rainer Müller, qui devait être des deux côtés du mur. Quand j'ai commencé à préparer l'exposition, il y avait encore le mur, et quand l'exposition s'est ouverte, je ne sais pas, 4 mois après, il n'y avait plus le mur. Et on devait faire une œuvre à l'Est et à l'Ouest, et donc je me promenais avec des jeunes Allemands à l'Est. Et là, je vois une maison avec l'escalier A et l'escalier C, et une des parties de la maison, la partie centrale, avait reçu une bombe en 1945 et était détruite. Et je me suis toujours beaucoup intéressé au hasard et au doigt de Dieu. Là encore, il n'y a aucune réponse à ça. Pourquoi les gens de l'escalier A et de l'escalier C ont survécu et pourquoi ceux de l'escalier B sont morts? Et donc on a commencé à les interroger et à recueillir beaucoup d'objets qu'ils avaient récupérés après la bombe. Et puis, sur les deux pignons de la maison, on a indiqué le nom des gens qui avaient vécu dans cette maison. Mais c'est assez compliqué parce qu'en faisant des recherches, on a vu qu'on était près de la grande synagogue et en fait cette maison, avant-guerre, était surtout habitée, principalement habitée par des familles juives qui ont été déportées et remplacées par des Allemands non-juifs qui eux-mêmes ont été tués. Donc il y avait eu deux superpositions de victimes, si je puis dire.
J'avais beaucoup parlé de ma petite mémoire et j'ai eu le désir de parler de la grande mémoire historique qui m'avait suivi pendant ma vie. Le 6 septembre est ma date de naissance et j'ai donc rassemblé les jours télévisés du 6 septembre pendant les 60 ans de ma vie. Je les ai accélérés 3000 fois et tout ça a fait un film de 3 minutes. Heures, 28 minutes, 40 secondes. 11h, 28 minutes, 50 secondes. Au quatrième top, il sera 11h, 29 minutes. J'ai fait une pièce qui s'appelle Menstish. C'est une pièce extrêmement grande qui contient, je crois, 1100 photographies d'humains. Chacune est 50-60, donc c'est une pièce vraiment gigantesque. Et j'ai pris des images de tous ceux avec qui j'avais travaillé avant. Donc il y a quelques Suisses morts, il y a des enfants de Dijon, des nazis, il y a des criminels espagnols, il y a des victimes, il y a des juifs. La seule règle, c'était en principe que tout le monde soit mort. Et aujourd'hui, quand tu vois toutes ces images, naturellement, tu ne peux pas savoir qui est qui. 40 secondes. La seule chose que tu peux dire, c'est Menstish, ils ont été humains. Mais tu ne peux plus, en les regardant, de savoir qui était le bourreau et qui était la victime, qui était le bon et le mauvais. Et pour moi, c'était l'idée de la paix des cimetières. Donc il y a un moment, quand tout le monde est mort, il faut la paix des cimetières. 30 minutes.